Crime passionnel, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Erwan Guignard. Erwan Guignard était un homme gentil et aimé de tous. Pourtant, son corps, lardé de coups de couteau, est retrouvé chez lui en juillet 2020, dans une mare de sang. Qui pouvait lui en vouloir ? Erwan aimait les femmes et elles le lui rendaient bien. Alors la police s'interroge. Et si c'était cela, la clé de l'énigme ? La réponse dans ce podcast inédit de Chronique criminelle. L'incroyable affaire que je vais vous raconter commence dans le cœur historique de Strasbourg, rue des Bouchers, un quartier animé et commerçant. C'est ici que vit Erwan Guignard Vicaire, un homme de 48 ans. Il travaille à seulement quelques mètres de chez lui, dans cette supérette de centre-ville. Mais ce 1er juillet 2020, il ne se présente pas à son poste. Ce jour-là, c'est Pierre, un collègue, qui l'attend. Et il s'inquiète de son absence, car Erwan prévient toujours d'un éventuel retard. Et là, pas de nouvelles. Ce jour-là, Erwan, à 13h, devait être en poste ici même. À 13h, il n'y a personne. Et donc là, vu qu'il est tout le temps à l'heure, qu'il n'a pas prévenu... Pierre, collègue d'Erwan. Et que de surcroît, 5 minutes plus tard, la femme de ménage de Erwan se présente au magasin un peu en panique. Vu sa tête, on s'est empressé tout de suite d'aller chez Erwan. La femme de ménage d'Erwan est affolée parce qu'elle avait rendez-vous à cette heure-là. Mais elle ne parvient pas à rentrer chez lui. Donc je me présente à la porte de Erwan avec la femme de ménage qui est dans un état pas possible parce qu'elle comprend rien à ce qui se passe, la clé ne tourne pas dans la serrure. J'essaye moi-même de l'actionner, mais je me rends compte qu'elle bloque effectivement. Donc c'est forcément qu'il y a la clé qui bloque derrière, il y a quelque chose d'anormal. Je toque à la porte, je frappe même à la porte, façon tambourinage, toujours pas de réponse. Pierre et la femme de ménage tentent de le joindre par téléphone, en vain. Et il n'y a pas le moindre bruit dans l'appartement. Alors, l'inquiétude monte d'un cran. Ils imaginent le pire. Erwan, c'est un homme qui vit seul, qui a une vie plutôt calme. Sophie Noakovic, journaliste police-justice à Paris Match. Ils disent peut-être qu'il a fait une mauvaise chute, qu'il s'est blessé. Est-ce que Erwan Guignard a eu un évanouissement ? Est-ce qu'il a eu une perte de connaissance ? Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Est-ce qu'il y a eu un problème ? Est-ce qu'il s'est fait mal ? Est-ce qu'il s'est blessé ? À ce stade, tous les scénarios sont possibles. D'habitude, Erwan prévient s'il est en retard. Et ce silence ne lui ressemble pas. Alors, Pierre, son collègue, prévient aussitôt les secours. Les pompiers arrivent rapidement. Ils constatent qu'effectivement, la porte d'entrée est bloquée, mais remarquent qu'une fenêtre est ouverte au 2e étage qui donne sur la rue. Donc, ils installent la grande échelle et ils rentrent par la fenêtre. Lorsque les pompiers accèdent au domicile d'Erwan, Fabien Inker, avocat des parties civiles. C'est une vision d'horreur, une scène atroce qu'ils découvrent. Et ils vont trouver au sol le corps inanimé d'un homme de 48 ans avec un nombre incalculable de coups de couteau. Et de toute évidence, il y a eu un acharnement, un déferlement de violence contre Erwan, avec également des plaies au niveau des mains. Il y a des doigts qui visiblement ont été sectionnés. La victime, elle a une gigantesque entaille à ce niveau-là,
elle a été égorgée. Il y a aussi des projections de sang sur les murs, quelques traces de lutte. On sent que quelque chose de violent s'est passé. Les pompiers sont face à une scène de crime d'une rare violence. Erwan est couvert de plaies. Il a été égorgé et il s'est vidé de son sang. Mais que s'est-il passé ? Les policiers arrivent aussitôt sur place et ils inspectent l'appartement à la recherche d'indices. L'homme, c'est-à-dire la victime, est en boxer. Il a un polo qui lui-même a été attaqué par une arme blanche. Il y a aussi, autre élément important, des traces au sol sanguinolentes. Il s'agit de grandes empreintes, probablement de grosses chaussures qui laissent penser à quelqu'un d'imposant. Au regard de la taille, de la forme de la semelle, Jennifer Tellière, avocate des parties civiles. il s'agit soit de chaussures orthopédiques ou alors de chaussures de sécurité. Ces traces de pas, c'est le seul indice au départ de l'enquête. Sur place, et après analyse, aucun ADN connu. Et ils ne retrouvent pas l'arme du crime. L'enquête commence donc avec peu d'éléments, mais surtout avec de nombreux points d'interrogation. Pourquoi cet homme dans la force de l'âge a-t-il été tué sauvagement chez lui ? Le lendemain de la découverte du corps d'Erwan, des bruits courent sur les réseaux sociaux. L'annonce de sa mort commence à circuler. Quand ils l'apprennent, ses amis proches sont bouleversés. Une amie m'appelle un matin, très tôt, en me disant « Écoute, regarde Facebook, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à Erwan ?» Luc Widmayer, ami d'Erwan. Elle était visiblement très inquiète et je vais voir effectivement ce message sur les réseaux sociaux et j'apprends que Erwan, mon ami, mon cher ami, est mort. Mais on ne sait pas du tout comment, ni pourquoi. Marion, amie d'Erwan. Ce qui s'est passé ou quoi. On a juste une nouvelle, voilà, Erwan est décédé. C'était un désarroi, une grande tristesse. Une douleur qui va encore s'accentuer, car dès le lendemain, la presse donne des détails sur ce qu'a subi Erwan. On est inquiet, je commence à regarder sur Internet, je regarde les articles de journaux, s'il y a quelque chose qui apparaît. Claude Jakubowicz, ami d'Erwan. Et le jour même, on voit un article qui indique qu'un homme a été retrouvé mort à son domicile avec des plaies à la tête. Et on voit tout de suite des images, et on s'imagine tout de suite des choses. Philippe Wendling, ami d'Erwan. C'est l'effroi, c'est le dégoût, c'est la haine, c'est la colère, c'est la tristesse, les larmes, tout remonte en même temps. Les proches d'Erwan sont révoltés. Erwan était visiblement très apprécié. Alors ce crime barbare, c'est l'incompréhension. Encore plus pour ses parents, qui sont dévastés par le drame. Erwan était le centre de leur vie. Alors pour eux, c'est une véritable déflagration. Erwan était le fils unique de sa maman, il avait été adopté par son papa. C'était un être unique, réellement singulier et qui devait prendre toute la place de leur existence. Il est impossible de décrire ce que la maman d'Erwan et ce qu'Antoine, le papa d'Erwan, ont pu ressentir. C'est-à-dire de se mettre à la place de parents aimants qui apprennent du jour au lendemain que leur fils a été assassiné, déchiqueté, broyé, sauvagement abattu, égorgé. Famille et proches d'Erwan sont effondrés, mais ils veulent comprendre qui a bien pu s'en prendre à lui.
Pour tenter de le savoir, les enquêteurs s'intéressent à son environnement. Quelles sont ses habitudes? Que fait-il dans la vie? Autant de questions pour essayer d'apprendre à connaître la victime. Et il ressort rapidement qu'Erwan n'a pas le profil à tremper dans des affaires louches. C'est un homme lettré et passionné. Erwan, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui vient d'une famille qui a baigné dans la culture, avec un père journaliste, avec une mère professeure de lettres. Et cette passion, notamment pour les livres, elle se traduit notamment dans son activité professionnelle. Il travaille avec des maisons d'édition. Ce qui l'amène également à faire de manière régulière des marchés en Alsace, dans lequel il vend parfois des livres, mais aussi des cartes postales, toujours en lien avec l'Alsace et également avec la culture. Il travaillait aussi à la supérette du coin, juste en bas de chez lui. Ça le faisait délirer de faire ça, parce qu'il rencontrait plein de monde, tout le monde le connaissait. Je crois qu'il y prenait beaucoup de plaisir en plus. Au moment du drame, Erwan a 48 ans. Il est célibataire et il vit seul dans son appartement. Mais il est comblé par ses différentes activités et surtout, il est très entouré. Erwan, c'est un homme qui connaît énormément de gens. Il a une certaine bonhomie qui en fait quelqu'un de très sympathique. Ce caractère enjoué, gai et solaire. C'est-à-dire qu'il est présent, il est là, on peut compter sur lui s'il y a quelque chose et tout. C'est ça, Erwan, c'est un bouillon de bonheur. Ouais, quelqu'un de exceptionnel, vraiment. Moi, j'ai un souvenir uniquement lumineux d'Erwan, que je garde dans mon cœur et dans mon esprit. Dans son entourage, Erwan fait l'unanimité. Pas le genre à s'attirer des ennuis, encore moins à avoir des ennemis, ce qui au départ de l'enquête complique les recherches. Au fil des auditions, la police est dans le flou. Elle ne voit pas qui aurait pu vouloir lui faire du mal. Pour ses proches, la seule piste plausible, c'est la mauvaise rencontre. Alors, Erwan aurait-il pu être la victime d'un crime gratuit? Ma première intuition, c'est qu'il avait fait une mauvaise rencontre. On regarde ce qu'il y a eu comme fait divers dans la rue des Bouchers ou à proximité dans les jours qui précèdent. Erwan Guignard, il passe son temps à filer des coups de main. C'est peut-être à cause de ça qu'il aurait peut-être ouvert la porte ou rendu service à quelqu'un de l'extérieur. Et puis que quelqu'un en aurait profité pour l'agresser ou lui demander de l'argent. Une mauvaise rencontre, un toxicomane ou autre, qui lui a dit « Viens chez moi, je vais te dépanner d'un peu de fric ». Et l'autre s'est emporté et lui a piqué son portefeuille avant de le frapper. Moi, ce que je pense, c'est un crime par erreur. Ça me fait penser à Guy Georges, en fait, qui est capable de se faufiler dans un hall d'immeuble, de monter et de tuer quelqu'un de manière complètement irrationnelle, enfin un truc énorme, et de repartir comme si de rien n'était. Erwan aurait-il pu se faire agresser par un inconnu à qui il aurait tendu la main? Pour les enquêteurs, l'hypothèse d'un rôdeur qui s'en serait pris par surprise à Erwan ne les convainc pas. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'accès à son appartement n'est pas simple. Au niveau de l'entrée principale, il y a un digicode. Ensuite, Erwan habite au 2e étage. Difficile d'imaginer que l'agresseur soit venu là par hasard. Erwan, c'était pas quelqu'un de clinquant. Chez Erwan, tout était simple. Son appartement, c'était un appartement très sobre. Il n'avait rien de valeur chez lui, si ce n'est ses livres qu'il adorait tant. C'est un crime bizarre. Il n'y a pas ce qu'on appelle de traces d'effraction. La porte d'Erwan n'a pas été forcée. Et ce qui intrigue les enquêteurs, c'est sa tenue au moment des faits. Détail fondamental, il est en sous-vêtements. Xavier Bénéroseau, journaliste spécialiste des faits divers. C'est-à-dire, il a un boxer et un polo. C'était pas du tout dans ses habitudes d'accueillir des gens chez lui. Il n'aurait pas ouvert à un inconnu en caleçon. Erwan a probablement ouvert à son agresseur et l'appartement n'a pas été fouillé. Sophie Noakovic,
journaliste police-justice à Paris Match. Parce qu'évidemment, ils envisagent tout de suite la possibilité d'un cambriolage, mais il ne manque rien. On retrouve notamment l'ordinateur portable d'Erwan, son portefeuille est posé en évidence. En réalité, la seule pièce qui manque, c'est le téléphone portable d'Erwan. Le téléphone d'Erwan Guignard a disparu. Ça, c'est un élément très important. Avec ces premiers éléments, pour les enquêteurs, pas de doute. La piste du rôdeur ou du cambrioleur ne tient pas. Conclusion, Erwan devait connaître son agresseur. Seul le téléphone manque à l'appel et les policiers espèrent qu'ils vont pouvoir le géolocaliser rapidement. Mais en attendant, c'est le rapport d'autopsie qui va les aiguiller vers une nouvelle piste. Déjà, la mort d'Erwan remonte à 48 heures avant la découverte de son corps. L'attaque aurait donc eu lieu dans la soirée du 29 juin. Et le compte-rendu de l'expert est saisissant. De l'autopsie, il ressort que l'arme du crime est un couteau. Vraisemblablement un couteau de boucher d'une lame qui se situe entre 25 et 28 cm. Un nombre incalculable de coups de couteau. Il y en aura 74. Dont une plaie particulièrement profonde que les médecins légistes détermineront comme une plaie de va-et-vient. Jennifer Tellière, avocate des parties civiles. Un mouvement d'enfoncement dans l'abdomen d'Erwan et de retrait. Et puis il y a cette plaie béante à la gorge. La personne qui a tué et assassiné Erwan a vraisemblablement voulu en finir avec lui, ne lui laisser aucune chance de survie. Ça dénote un déferlement de violence, une colère, une fureur. Les enquêteurs par expérience le savent bien, un tel acharnement traduit presque toujours la même cause, un crime passionnel ou une vengeance amoureuse. Pourtant, Erwan est officiellement célibataire et on ne lui connaît pas d'ennemis. Mais alors, qui aurait pu vouloir l'éliminer ? Les hommes de la PJ vont examiner et scruter tous les messages, non pas sur le téléphone, non pas à disposition, mais déjà sur l'ordinateur. Il y a un élément qui va faire tilt pour les enquêteurs, c'est le fait qu'Erwan avait des échanges avec beaucoup de femmes d'univers très différents. Elles ne se connaissent pas forcément entre elles. Il fait du marivaudage. Le marivaudage, ça veut dire parler de l'amour avec légèreté. Alors, au jeu de l'amour et du hasard, Erwan aurait-il tiré le mauvais numéro ? Pour le savoir, les enquêteurs vont remonter le fil de ses messages avec les femmes qui l'entourent. C'est des relations très suivies, des échanges quotidiens avec certaines. Il y a des je t'aime, des tu me manques qui reviennent souvent. Quand il va sur les marchés, il dit « Ça va, ma petite chérie, ma belle ?» Les enquêteurs se disent, est-ce qu'Erwan est un séducteur ? Est-ce que c'est un homme à femme ? Est-ce qu'il aurait pu éveiller des jalousies parmi les compagnons de ces femmes ? Donc les enquêteurs vont étudier vraiment cette piste et réinterroger toutes les femmes avec qui Erwan avait des échanges. La police en est convaincue, la jalousie est le mobile du crime. Elle va donc se pencher sur la vie affective d'Erwan. Marion, son amie proche, est la première à être convoquée. Les enquêteurs ont pris connaissance de leur correspondance et ils espèrent en savoir plus sur la nature de leur relation. Début juillet, elle arrive au commissariat de Strasbourg. Je vais quand même y passer, je crois, 5 ou 6 heures, avec un interrogatoire assez musclé. Mon pote est mort, dans des circonstances visiblement atroces. On m'interroge sur mes rapports avec lui. On me dit, vous étiez plus qu'amis, c'est évident. Marion, amie d'Erwan. Je dis, non. Pourquoi ? Parce qu'on a lu vos échanges et tout.
Erwan, c'était quelqu'un qui était très démonstratif. Comment tu vas, ma petite chérie? T'es la plus belle, tu me manques. Des je t'aime, ouais, il y en avait beaucoup. Mais c'était, ce que j'essaie de leur expliquer, c'était des je t'aime amicaux. Les enquêteurs de la police judiciaire soupçonnent qu'avec des échanges aussi tendres, son petit ami aurait pu imaginer une liaison et ainsi s'en prendre à Erwan. Alors, il pousse Marion dans ses retranchements. Et là, ils vont me demander si je pense que mon compagnon de l'époque serait capable d'avoir fait du mal à Erwan. Et ils me disent, mais parce que, au vu des échanges que vous avez avec Erwan, peut-être que votre compagnon a été jaloux et qu'il a plus supporté ses petits cœurs, ses messages d'amour, de tendresse, et qu'il est venu et il s'est vengé. Jamais il n'aurait fait une chose pareille, quoi. Enfin, je vois pas... en tout cas, j'imagine pas du tout, non, impossible. Le petit ami de Marion est effectivement mis hors de cause. Mais les enquêteurs en sont convaincus, c'est le point central de l'affaire. Pour eux, l'auteur du crime est un mari jaloux. Ils vont donc creuser dans le cercle d'Erwan. Alors ils interrogent toutes les femmes de son entourage, ainsi que leurs conjoints. Erwan a une relation particulière avec ma femme, puisqu'ils échangent beaucoup par texto, ils s'envoient des « je t'aime »,« ma chérie ». Claude Jakubowicz, ami d'Erwan. Et je pense que les enquêteurs pouvaient s'imaginer qu'il y avait un triangle amoureux, une jalousie, et que potentiellement, ça pourrait être moi. Très rapidement, j'explique aux enquêteurs, il n'y avait aucune jalousie entre moi, Erwan, ou des amis communs qui pouvaient graviter dans notre cercle. Des dizaines d'hommes et de femmes sont entendus à tour de rôle à la recherche d'un conjoint jaloux, sur la piste de la rivalité amoureuse. En vain. Les policiers vont donc entendre tous les amis d'Erwan. Il y a un véritable défilé au commissariat. Et parmi eux, il y a une certaine Marie-Hélène qui échange avec Erwan, notamment sur les réseaux sociaux. Marie-Hélène va leur décrire un garçon adorable qu'elle adore. À l'issue de toutes ces auditions, il ressort qu'Erwan est certes très démonstratif et affectueux avec ses amis, mais il n'est visiblement pas le Don Juan de ces dames. On va imaginer Casanova. C'est pas ça du tout. C'est le confident. C'est l'oreille attentive. Cette manière de s'exprimer en donnant des petits surnoms se faisait tant à l'égard des femmes qu'à l'égard des hommes, et que c'était vraiment sa personnalité et sa manière d'être. Écrire des messages tendres, c'est une habitude chez Erwan. Dans le cercle proche, personne ne s'en étonne. Et on ne lui connaît pas de liaison. Alors la piste du crime passionnel se referme. À moins évidemment qu'une personne de l'entourage d'Erwan n'ait pas dit la vérité. En attendant, il faut chercher ailleurs. Et justement, les enquêteurs vont bénéficier d'un coup de chance inattendu. Le soir du meurtre, le portable d'Erwan a bien été volé, mais il n'a pas été désactivé. Ils peuvent donc reconstituer le trajet du suspect. Ils constatent que le téléphone va borner d'abord chez Erwan, puis qu'il va se déplacer dans Strasbourg avant d'être coupé à peu près au niveau du commissariat. On arrive à déterminer qu'il n'a pas pris une voiture, il a marché à pied. À un pas normal, sans se presser. Ça leur permettra aussi sur le trajet de repérer les caméras de la ville et également les caméras des boutiques qui se situent sur ce même trajet. Et là, l'enquête s'accélère. Aussitôt, les policiers partent sur le terrain
Ils refont tout le parcours et ils interrogent les commerces du quartier à la recherche de ceux équipés de vidéosurveillance. Le suspect a peut-être été filmé par l'une de ces caméras. Il y a un coup de bol magistral dans cette enquête. Les enquêteurs de la PJ vont tomber sur des caméras de vidéosurveillance d'un magasin qui loue des vélos, des scooters. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et qui a une vue sur la rue en question, la fameuse rue des Bouchers. Ils vont avoir une vision nette sur le passage des badauds dans la rue. Mais alors là, boum, autre coup de bol. Durant ce créneau horaire, ils vont repérer le manège d'un drôle de bonhomme qui passe devant la caméra au moment où le tueur pourrait passer. L'un des rares a porté un masque, un grand masque noir qui lui couvre la moitié du visage. Sophie Noakovic, journaliste police-justice à Paris Match. Et puis surtout, elle est vêtue de 2 vestes juxtaposées, de 2 couleurs différentes, noire et verte. Il a 2 vestes superposées. Il a chaud. Il a en plus des lunettes noires. Il a une casquette de chasseur. Et puis, on aperçoit un t-shirt sous les vestes, un t-shirt blanc, et il semblerait qu'il y ait une trace qui pourrait être une trace de sang. Le bonhomme, si étrange, il boite. Il boite du côté gauche, un claudiquement assez reconnaissable. Avec cette possible tache de sang et cette tenue de camouflage, les enquêteurs en sont sûrs, ils tiennent leur coupable sur la vidéo. Mais son identification risque d'être difficile car on ne distingue pas les traits de son visage. Seul véritable indice, il boite effectivement de la jambe gauche. Et les policiers misent tout sur ce signe distinctif. C'est un nouveau départ dans l'enquête. Les enquêteurs vont convoquer à nouveau tous les amis et toute la famille d'Erwan. Je pense que l'intégralité des amis a été auditionnée. Il y a eu, je crois, 150 auditions, donc énormément de gens. Les enquêteurs ont vraiment de l'espoir. À chaque fois qu'ils montrent les images à une nouvelle personne, ils doivent retenir leur respiration. L'enquêtrice m'a demandé si je reconnaissais la personne qu'on voyait, qui était très camouflée, très peu distincte. Luc Widmayer, ami d'Erwan. Qui avait une démarche un peu particulière. Cette personne ne me dit rien du tout. Je la reconnais pas, je ne la connais pas. En fait, à chaque fois, ils repartent déçus du nouvel entretien. Personne ne reconnaît l'homme au chapeau et aux lunettes. Et puis les mois passent et on voit pas le bout de l'enquête. Je me dis que ça va être une cold case. On se dit que jamais on va retrouver ce qui s'est passé réellement. Et moi, je me dis même, ils vont pas le trouver, quoi. La police est désormais dans l'impasse. La piste du rôdeur a été rapidement écartée. Celle du crime passionnel n'a rien donné. Et il n'y a toujours pas de mobile qui se dessine. Le mystère qui entoure le crime barbare de la rue des Bouchers reste entier. Nous sommes 10 mois après le drame. Pour tenter de relancer l'enquête, les policiers fouillent les réseaux sociaux d'Erwan. Et là, ils tombent sur une piste intéressante. Et il y a un petit truc que les limiers de la PJ vont découvrir. Il y a des conversations sur Messenger entre Erwan Guignard, la victime, et Philippe, un bon copain. On flanquerait bien une correction à
à quelqu'un, on lui enverrait bien des Serbes, entre guillemets, enfin bref. Il parle d'en venir aux mains avec quelqu'un. Philippe est un vieux copain d'Erwan. Il n'a pas été interrogé au début de l'enquête parce qu'il s'était perdu de vue. Leurs chemins se sont recroisés dans le cadre du travail, dans le monde de l'édition. Et c'est à cette occasion qu'ils ont eu tous les deux des échanges véhéments à propos d'un ennemi commun. Pour en savoir plus, les enquêteurs décident de convoquer Philippe. Très vite, ils m'expliquent qu'ils ont eu accès à des échanges que j'ai eus avec Erwan sur les réseaux sociaux, sur lesquels Erwan et moi évoquions des soucis que nous avions tous les deux en commun avec une même personne, un éditeur qui devait de l'argent à Erwan et qui me devait de l'argent à moi. Philippe Wendling, ami d'Erwan. Donc on a pu avoir des échanges un petit peu tendus en disant qu'est-ce qu'on peut lui faire à celui-là, et on a peut-être dû avoir 2 ou 3 fois en rigolant, des échanges plus tendus, on va dire plus à la Corse qu'à l'Alsacienne, quoi. Le contentieux avec cet éditeur durait depuis des mois. Alors pour la police, un scénario prend forme. L'éditeur aurait pu vouloir stopper le conflit en allant voir Erwan. Et la bagarre aurait viré au drame. Les enquêteurs décident de présenter la vidéosurveillance à Philippe, l'ami d'Erwan, pour vérifier si l'homme mystère ne pourrait pas être le fameux éditeur. Quand je regarde ces images, hormis le physique, ou du moins l'accoutrement de cette personne, je remarque qu'une démarche un peu bizarre. Ouais, ça me frappe. Et là, il va dire, mais c'est peut-être l'éditeur. Pourquoi? Il boite. Vous imaginez? L'éditeur qui fait un suspect formidable, qui serait, lui, susceptible éventuellement d'en vouloir à Erwan, il boite pas de la jambe droite, du genou gauche. Comme le type de la vidéo. C'est lui. L'enquête s'accélère de nouveau. L'éditeur, qui boite donc lui aussi, devient le principal suspect. Et il était en litige avec Erwan car il lui devait de l'argent, ce qui pourrait constituer un mobile. Aussitôt, les policiers décident de l'interroger. Le 27 avril 2021, il est placé en garde à vue. Mais l'enquête réserve encore de nombreux rebondissements. L'éditeur est étonné de sa convocation. Il explique qu'il ne comprend pas ce qu'il fait là. Jennifer Tellière, avocate des parties civiles. Mais concernant Erwan lui-même, il explique qu'il n'a rien contre lui, que c'est quelqu'un plutôt appréciable. En parallèle, les investigations qui sont menées permettent de déterminer que, vraisemblablement, il n'était pas à Strasbourg au moment où le crime se produit. Son bornage téléphonique le confirme, il n'était pas là. L'éditeur, principal suspect dans l'affaire, est donc mis hors de cause. Mais au même moment, dans les locaux de la police judiciaire, les enquêteurs ont repris des interrogatoires de grande ampleur au-delà du cercle amical d'Erwan. Et là, un incroyable rebondissement se produit. Le même jour, dans une salle vraisemblablement pas très loin de celle où cet éditeur est auditionné, une autre personne du milieu professionnel des marchés d'Erwan, on lui présente également cette vidéo. À la surprise générale, un commerçant qui travaillait sur les marchés va dire « Mais oui, bien sûr ». Et là, c'est un coup de théâtre. En regardant les images, il dit « Mais attendez, moi je le connais, ce monsieur. Il s'appelle Patrick Steiner. » Quoi? C'est Patrick Steiner, là, le monsieur. Il dit « Mais ce type-là, il fait tous les marchés, je le vois très souvent. Et puis en plus, il habite dans mon village à Preusdorf. » Il a eu un problème, un problème de prothèse de hanche. Jambe gauche. Sa démarche si particulière, il la reconnaît, il boite, il est formel, il identifie Patrick Steiner.
Ce témoin providentiel est un retraité qui propose des livres sur les marchés du terroir, typiquement alsacien. D'un côté, il connaît Erwan, qui vendait des magnets et des cartes postales. Et de l'autre, il y avait un certain Patrick Steiner, qui tenait un stand de liqueurs. Mais quel est le lien entre Erwan et ce Patrick Steiner ? Avait-il des griefs ? Avant de l'interroger, les enquêteurs veulent en savoir plus. Ce Patrick Steiner, c'est un homme de 56 ans, lunettes, cheveux coupés courts. Il travaille chez Mercedes en Allemagne, mais il est surtout connu dans la région pour sa distillerie. Il habite donc à Preuschdorf, une maison au fond de laquelle il a installé sa distillerie. Il cultive des fruits et il fait des liqueurs et des eaux de vie. Amina Dali, avocate de la défense. Et il les commercialise notamment sur les marchés. Ça va vraiment devenir sa passion. Il est super connu, Patrick Steiner. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est le champion de l'eau de vie, le champion du schnapps. C'est un virtuose de l'alambic. À tel point qu'il va obtenir à plusieurs reprises des médailles, notamment pour sa Mirabelle dans le cadre de concours internationaux. Il a des médailles, Patrick Steiner, des médailles de bronze, mais pas pour rigoler. Il est connu à l'étranger, je crois en Autriche, pour avoir raflé des prix. Très vite, les policiers découvrent que ce Patrick Steiner a une certaine renommée dans la presse locale. Il fait même de la pub pour ses liqueurs artisanales sur les réseaux sociaux, où il présente sa distillerie. Je m'appelle Steiner Patrick, donc je représente la distillerie Steiner, qui est mon bébé que j'ai fondé du début jusqu'à maintenant. En mai 2016, il est même invité dans une émission régionale sur France Bleu Alsace. Merci, Madame Patrick Steiner, goedemorgen. Patrick Steiner est une figure locale connue pour ses alcools. Mais quel est le lien avec Erwan ? Parce que pour l'instant, les enquêteurs sont perplexes. En dehors des marchés, ils ne voient aucun point commun. En revanche, ils ont à l'esprit le caractère passionnel du crime. Alors ils vont s'intéresser à sa vie intime. Au moment des faits, il a 2 grands-enfants et il est en instance de divorce. Patrick Steiner, il vient de se séparer de sa femme, dans des conditions assez rocambolesques d'ailleurs. Ça s'est assez mal passé. Patrick Steiner a rencontré une autre femme dans sa vie, qui a été une sorte de révolution sensuelle et sexuelle. Patrick Steiner va avoir un véritable coup de foudre pour elle et très rapidement, ils vont débuter une liaison. Il est envoûté parce qu'elle lui fait découvrir la danse des 7 voiles, les charmes de l'amour, dirons-nous. Donc, il a tout largué, Patrick Steiner. Il a acheté sa femme, Patrick Steiner, pour une certaine Marie-Hélène. Oh ! Marie-Hélène, vous vous rappelez pas ? Marie-Hélène, c'est une des copines d'Erwan Guignard qui a été interrogée dès le début de l'enquête. À l'époque, elle avait été entendue. Sophie Noakovic, journaliste police-justice à Paris Match. Elle avait raconté son amitié avec Erwan, mais n'avait rien dit de particulier. Et le point commun entre les 2 hommes, c'est elle, Marie-Hélène. Tout ce petit monde se connaît des marchés du terroir. Erwan vend des souvenirs d'Alsace, Marie-Hélène des bijoux et Patrick Steiner ses fameuses liqueurs. Et si les enquêteurs ne voient pas de lien direct entre Patrick Steiner et Erwan, ils savent en revanche qu'Erwan et Marie-Hélène, eux, se connaissent bien. Et c'est sans doute là que se situe la clé de l'énigme. Alors ils retracent l'historique de leur conversation et ils découvrent des messages par centaines. Les échanges entre Marie-Hélène et Erwan sont
tellement important. Entre mars et juin 2020, jusqu'au jour de la mort d'Erwan, on compte plus de 3000 appels et SMS échangés entre les deux. Enfin, c'est énorme. 3000 messages en l'espace de 3 ou 4 mois. Ça veut dire 25 messages par jour, pour vous donner une idée. À première vue, ces messages n'ont pas l'air ambigus. Pour les enquêteurs, on est plutôt dans le registre de la confidence. Et il faut rappeler qu'Erwan a l'habitude d'envoyer des messages tendres, donc rien de surprenant. En revanche, il découvre aussi des échanges un peu moqueurs à l'encontre de Patrick Steiner, où Marie-Hélène semble se plaindre de son compagnon. Pour la police, un mobile commence à voir le jour. Il y a des petits surnoms un peu plaisantins qui seront donnés par cette Marie-Hélène et par Erwan à Patrick Steiner. Elle l'appelait « mon jaloux » et lui, il appelait Steiner le loup-garou. Elle se plaint du fait que Patrick veuille connaître tous ses faits et gestes. D'ailleurs, dans plusieurs messages que Marie-Hélène envoie à Erwan, elle lui dit « Attends, je m'arrête de te parler, Patrick arrive, sinon il va me faire une crise encore. » Et ça donne aussi une certaine tonalité. Ça veut dire le loup-garou et le jaloux. On est sur une relation qui n'est pas saine. Des enquêteurs se disent que ces échanges de messages auraient pu susciter la jalousie de M. Patrick Steiner et que cela aurait pu le conduire à vouloir éliminer son rival. Pour les enquêteurs, ces messages veulent dire 2 choses. D'abord, les nombreux échanges auraient pu susciter la jalousie de Patrick Steiner, mais surtout, cela révèle une personnalité plus sombre, celle d'un homme qui espionne sa compagne. Et si Patrick Steiner n'avait pas supporté la complicité entre Marie-Hélène et Erwan, au point de vouloir l'éliminer? La police pense tenir le mobile du crime. Mais il lui manque encore une preuve solide. Alors ils étudient sa téléphonie pour savoir où il était le soir des faits. Les enquêteurs s'aperçoivent rapidement que son téléphone est mystérieusement coupé. Fabien Inker, avocat des parties civiles. Sur une période relativement concomitante avec la scène du crime. Pourquoi est-ce qu'on éteint son téléphone au moment où il se passe un crime? Pendant 2 heures. C'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres affaires criminelles. Chez les plastiqueurs qui mettent des bombes, ils éteignent leur téléphone. C'est une preuve à contrario, si vous voulez. Et ça n'est pas tout. L'analyse de son bornage téléphonique révèle une autre information accablante. Et le deuxième élément, il est sublime. Le téléphone borne le 25 et le 26 juin. Le crime aura lieu le 29. Patrick n'a rien à faire à cet endroit-là, ces jours-là. Il travaille à l'opposé, il vit à 50 minutes de là. Donc ça signifie que Patrick est venu faire des repérages. Ça veut dire qu'il y a une analyse qui est faite en amont d'un crime, et donc ça correspond à la définition, effectivement, d'une préméditation, c'est-à-dire d'un assassinat. Que faisait Patrick Steiner à l'adresse d'Erwan dans les jours qui précèdent le crime? Après une enquête qui aura duré près d'1 an, c'est grâce à l'acharnement des enquêteurs et au terme d'un incroyable jeu de pistes que Patrick Steiner est sur le point d'être arrêté. La police a d'abord remonté le trajet du téléphone d'Erwan. Avec son bornage, elle tombe sur des images de vidéosurveillance confondantes. Un drôle de personnage, camouflé, qui boite, devient alors le suspect numéro 1. Et là,
Après un nombre incalculable d'auditions, il est identifié formellement. C'est Patrick Steiner. Le 5 mai 2021, les enquêteurs prennent la direction de Prochdorf, où ils viennent l'interpeller, ainsi que sa compagne Marie-Hélène. Ils sont tous les deux placés en garde à vue. Les policiers sont confiants. Ils ont des preuves et un possible mobile, la jalousie. Dès le début de l'interrogatoire, le suspect se met à parler. Il va livrer une première version qui consiste à dire qu'il avait déjà eu une discussion avec Erwan afin de lui demander de ne plus entrer en contact avec Marie-Hélène. Et que, voyant que cette discussion n'avait pas porté ses fruits, il avait décidé de retourner voir Erwan pour en rediscuter avec lui. Ce jour-là, il entre chez lui et il trouve le corps d'Erwan au sol, décédé. Les enquêteurs n'en croient pas un mot. Alors ils laissent Patrick Steiner seul pour cogiter. Mais en parallèle, ils procèdent à une perquisition de son domicile. Et là, ils font des découvertes accablantes. On va découvrir des chaussures de sécurité avec des lacets blancs. Mais ce qui intéresse les enquêteurs, c'est les semelles. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Parce que sur la scène de crime, il y a des empreintes de pas. Et ces empreintes de chaussures, ce sont les mêmes que les godasses que l'on retrouve chez Patrick Steiner. Pour les enquêteurs, c'est la preuve que Patrick Steiner est l'auteur des coups, car les empreintes retrouvées sur la scène de crime correspondent. Et les investigations sur place ne s'arrêtent pas là. Et lors de cette même perquisition, les enquêteurs vont faire une découverte aussi assez intéressante parce qu'elle est révélatrice du mobile du crime. Sous la voiture de Marie-Hélène, donc la concubine de Patrick Steiner, on va trouver ce qu'on appelle un traceur, c'est-à-dire une balise pour géolocaliser les déplacements des voitures de sa compagne. Qui fait ça ? Les jaloux. Dans le village, les enquêteurs interrogent l'entourage de Patrick Steiner. Et ils vont aller de découverte en découverte, car ses amis révèlent qu'ils étaient bien au courant de sa jalousie maladive. Il leur demandait notamment de surveiller les échanges entre Erwan et Marie-Hélène sur les réseaux sociaux. Ils s'étaient même renseignés sur l'adresse d'Erwan, au point qu'ils avoueront l'avoir soupçonné du meurtre. Pourtant, ils n'ont pas prévenu la police, par peur des représailles, mais aussi par lâcheté, diront certains. En garde à vue, les enquêteurs confrontent Patrick Steiner à ses nouveaux témoignages. Et là, l'interrogatoire bascule. Les enquêteurs vont lui dire « Mais écoutez, c'est pas possible, c'est des balivernes, arrêtez de nous raconter n'importe quoi, ok ?» Très rapidement, Patrick Steiner va reconnaître qu'il est l'auteur des coups de couteau. Patrick Steiner va alors livrer une nouvelle version. Il va déclarer que le jour des faits, Erwan lui a ouvert la porte. À ce moment-là, Patrick Steiner a sorti son couteau et il a dit à Erwan « Je veux que tu cesses d'entrer en contact avec Marie-Hélène. » Amina Dali, avocate de la défense. Il raconte que Erwan, à ce moment-là, a fait un petit rictus et s'est approché de lui pour le raccompagner vers la sortie. Et que c'est à ce moment-là qu'il s'est empalé sur son couteau. Que s'en est suivi une bagarre. Il dit que tout ce qu'il voulait faire, c'était l'intimider, qu'en aucun cas, il avait l'intention
de causer la mort d'Erwan Guignard. Patrick Steiner parle d'un accident. Il aurait perdu le contrôle, mais il réfute toute préméditation. Dans la salle d'à côté, c'est au tour de Marie-Hélène d'être interrogée. Car les enquêteurs ne comprennent pas que lors de sa première audition, elle n'ait rien dit de la jalousie obsessionnelle de son compagnon, ce qui aurait permis de résoudre l'enquête depuis des mois. Alors il la questionne. Savait-elle la vérité depuis le début ? Il dit non, mais ça m'a peut-être effleuré l'esprit. Mais j'ai décidé de chasser cette idée parce que ça aurait voulu dire que quelque part ça aurait été de ma faute. Sophie Noakovic, journaliste police-justice à Paris Match. Si Erwan a été tué, donc j'ai pas voulu y penser. Marie-Hélène parle d'une forme de déni, mais elle est catégorique. Patrick Steiner ne lui a jamais avoué son crime. Pour les enquêteurs, reste un dernier point capital à éclaircir dans cette affaire. Existait-il, oui ou non, une histoire d'amour entre elle et Erwan ? Marie-Hélène a toujours dit qu'il n'y avait pas de liaison. Erwan et elle n'ont pas couché ensemble, si vous voulez. Les investigations ont clairement déterminé Jennifer Tellière, avocate des parties civiles. Qu'il n'y avait aucune liaison entre cette Marie-Hélène et Erwan. Conclusion, Patrick Steiner a massacré Erwan pour une liaison imaginaire. Le mobile n'existe pas. Le mobile va être inventé. Le mobile va être l'objet d'un fantasme. C'est une fiction que le tueur va se fabriquer lui-même. La raison, en réalité, elle est dans l'esprit totalement déphasé avec la réalité de Patrick Steiner, qui, lui, s'imagine quelque chose de passionnel, quelque chose d'amoureux, au point d'en commettre un crime, en l'occurrence un assassinat. Patrick Steiner reconnaît qu'il était jaloux, bien évidemment, de la relation que Marie-Hélène entretenait avec Erwan. Il indique clairement qu'il n'avait aucune intention de l'éliminer et que s'il s'est rendu chez lui le jour des faits, c'était simplement, encore une fois, pour discuter avec lui. Reste la question de la préméditation. Pour les enquêteurs, pas de doute. Les repérages, le couteau, le téléphone coupé, la tenue de camouflage, autant d'indices qui tentent à prouver que Patrick Steiner est bien allé chez Erwan dans l'intention de le tuer. Il est donc renvoyé aux assises pour assassinat. De son côté, Marie-Hélène ressort libre. Le 21 mars 2023, presque 3 ans après la mort d'Erwan, le procès de Patrick Steiner s'ouvre à la cour d'assises de Strasbourg. Ce procès, c'est un peu un choc de deux mondes. On a d'un côté la famille et les proches d'Erwan qui sont venus nombreux, et du côté de Patrick Steiner, il y a personne. Personne n'est venu le soutenir, personne n'est venu témoigner en sa faveur. Pour Patrick Steiner, l'enjeu est capital, car il risque la perpétuité. Mais s'il parvient à convaincre les jurés qu'il n'est pas venu dans l'intention de tuer Erwan, alors il peut espérer une peine de moins de 20 ans. Dès le premier jour des débats, la défense conteste la préméditation. L'enjeu, dans le cadre de ce procès, c'était de faire tomber la préméditation parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments. À la fois le fait que la tenue qu'on lui prêtait comme étant une tentative de se dissimuler était en réalité la tenue qu'il avait l'habitude de porter en toutes circonstances, que ce soit à son travail ou lorsqu'il cultivait les fruits dans son jardin.
Et l'avocate de la défense ne s'arrête pas là. Selon elle, Patrick Steiner est un taiseux. C'est donc pour se donner de la contenance qu'il aurait décidé de se munir d'un couteau, pas pour l'utiliser. Patrick Steiner explique que s'il a pris un couteau, c'est parce qu'il n'avait pas l'habitude de parler et qu'il savait qu'il allait faire face à Erwan qu'il qualifiait et que son entourage qualifiait de beau parleur. Et il voulait avoir l'air menaçant. Pour l'avocat des parties civiles, Patrick Steiner ment depuis le début. Selon lui, il n'a pas le courage d'avouer à la famille son projet criminel. Mais au moment des plaidoiries, il espère surtout emporter la conviction des jurés en rendant un dernier hommage à Erwan. Moi, ce qui m'a marqué en particulier dans ce procès, et ça ne m'était encore jamais arrivé, Fabien Inker, avocat des parties civiles. Je dois dire qu'au moment de parler d'Erwan, il y a eu cet instant assez exceptionnel où la personnalité solaire d'Erwan a tout envahi, a tout submergé. Et ça a été vraiment un moment intense à vivre. Après 2 jours de débat, l'avocate générale requiert une peine de 25 ans contre Patrick Steiner. Les jurés se retirent pour délibérer. Que vont-ils décider ? Patrick Steiner est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il n'a pas de peine incompressible de sûreté. Mais la préméditation a bien été retenue. La Cour a considéré que l'accusé est allé chez Erwan dans le but de le tuer. Patrick Steiner n'a pas fait appel de la décision. Du côté des proches, ce procès ne leur a pas permis d'avoir les explications qu'ils espéraient. Leur douleur reste immense. Patrick Steiner a pris 25 ans de prison et nous, on a pris perpète. Claude Jakubowicz, ami d'Erwan. Il n'y a pas un moment qui passe, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on pense à Erwan. Erwan a créé de la joie, il a rendu beaucoup de gens heureux. Luc Widmayer, ami d'Erwan. Beaucoup de gens heureux d'être avec lui. Je dirais qu'il vivra toujours parmi nous. Il nous manque à tous. Son rire, tout ce que j'aurais pu avec lui, tous mes échanges. Marion, amie d'Erwan. On parlait de bouquins, on parlait de musique. Et on est tous marqués par sa perte, par le manque et aussi par la violence et l'horreur. Ouais, c'est un peu compliqué. Il me manque énormément. Erwan manque plus que tout à sa famille et à ses amis. Mais il garde le souvenir d'un homme chaleureux qui aimait la vie. Et c'est ce qui leur permet aujourd'hui de continuer à avancer. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.